Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant nous attaquer à l'effet photoélectrique. Alors l'effet photoélectrique, c'est le phénomène où des électrons sont arrachés d'un métal par de la lumière. Ce phénomène est actuellement utilisé dans un grand nombre de dispositifs électroniques, même si on utilise beaucoup maintenant les semi-conducteurs qui fonctionnent selon un principe différent. Mais le principe tel que je le décris ici existe encore. Mais il était déjà connu aussi au début du XXe siècle. Et il fut étudié par Einstein, ce qui lui d'ailleurs a valu le prix Nobel. Le phénomène fut découvert par Hertz. Celui-ci, pour étudier les ondes radio, c'est lui qui a prouvé l'existence des ondes radio prédites par la théorie de Maxwell, il utilisait un éclateur. Alors c'est un petit dispositif avec deux boules métalliques, deux boules comme ça, avec des tiges conductrices qui amènent du courant, donc une tension électrique, et on a la formation d'un arc électrique entre les deux. Hertz constata par hasard que s'il éclairait les boules avec de la lumière ultraviolette, l'arc électrique se déclenchait un peu plus facilement. Il faut savoir que l'arc électrique, c'est tout simplement un flux d'électrons. Un flux d'électrons entre les deux boules et qui traverse l'air. L'aspect lumineux de l'arc, d'ailleurs, est en fait dû à l'air. Les électrons, en heurtant les molécules d'air, les excitent et leur font émettre de la lumière. Si l'arc électrique a lieu dans le vide, il est invisible à l'œil nu. Mais on détecte sa présence en mesurant le courant électrique qui passe par les boules, tout simplement. Donc, manifestement, les ultraviolets aident les électrons à quitter les boules métalliques, à quitter le métal. Hertz a simplement noté ce phénomène comme une simple anecdote. Ce qui l'intéressait, c'était les ondes radio par la lumière des électrons. Les électrons ont été étudiés par Thomson et la situation était loin d'être mûre pour l'effet photoélectrique. Déjà, les ondes radio, on ignorait si elles existaient vraiment, et donc c'était ça qui l'intéressait. Par la suite, l'effet fut étudié plus en profondeur, et on constata rapidement qu'il était plutôt incompréhensible. Alors, voyons cela. On va voir ça d'un peu plus près en utilisant une diode. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, on a une batterie avec une borne plus, une borne moins. On a un tube fermé. Ici, une plaque au pôle positif appelée anode et une plaque au pôle négatif appelée cathode. La diode, l'ampoule en verre, peut être vide, sous-vide, ou contenir un gaz, en général un gaz inerte, comme de l'hélium par exemple. Et le courant ne passe pas très facilement. Habituellement, en électronique, bien que maintenant, à nouveau, on utilise beaucoup les semi-conducteurs, les transistors et les diodes en semi-conducteurs, pour des fortes puissances ou des forts courants, on utilise encore des tubes comme ceux-là. Donc en électronique, on utilise un filament, ici, comme celui d'une ampoule, qui est dans lequel on fait parcourir un courant électrique assez fort pour chauffer fortement le filament. L'énergie thermique, l'agitation thermique, permet alors aux électrons de quitter plus facilement la cathode. Et il s'établit alors un courant électrique, c'est-à-dire un arc électrique d'électrons entre la cathode et l'anode. Ici, je n'ai pas indiqué ce dispositif, ce filament, pour aider le courant à passer. Sans ce système thermique, ce filament, il faut appliquer une tension électrique assez considérable
pour provoquer le passage de courant, l'arc électrique. Typiquement de l'ordre de 10 000 volts pour une diode de 10 cm. J'ai eu l'occasion de faire des essais de tels arcs dans l'air, pas dans une ampoule, avec une tige métallique située à 1 mètre de haut. Il faut, avec une tour capable de fournir des tensions énormes, on applique environ 100 000 volts dans ce cas-là pour 1 mètre, et alors on a un arc électrique, un arc de foudre. Un tel courant, d'ailleurs, lorsqu'il se déclenche avec une tension aussi élevée, peut même être destructeur, comme la foudre, et ça peut détruire la diode. Mais si on éclaire la cathode avec une lumière ultraviolette, alors tout change. Donc on a une source de lumière, des UV, des ultraviolets. Tout change. Le courant passe à nouveau facilement, même avec une faible tension d'alimentation. Et le courant passe dans la diode, et parce que la lumière ultraviolette arrache les électrons de la cathode, qui peuvent alors simplement se déplacer dans le tube jusqu'à l'anode, attirés par le potentiel électrostatique positif de l'anode. Nous avons dit que la lumière était une onde, mais cela pose un problème. En effet, une onde est répandue uniformément. C'est un phénomène global, répandu, dans tout l'espace. Si la lumière éclaire uniformément la cathode, l'énergie qui arrive sur chaque atome est très faible. En effet, on a une cathode et on a un flux de lumière qui arrive sur la cathode, sur toute la largeur. L'énergie fournie peut être assez grande, ça dépend si on éclaire plus ou moins fort. Mais dans la cathode, un atome donné est minuscule, vraiment minuscule. Et donc, l'énergie, la portion d'énergie qui arrive sur l'atome est extrêmement faible, infime. Typiquement, de l'ordre de 100 000 milliards de fois plus faible. Ça donne une idée, 100 000 milliards de fois plus faible. Même avec une source de lumière très puissante, les électrons ne reçoivent pas assez d'énergie pour être arrachés. L'énergie nécessaire pour arracher un électron est en effet beaucoup trop élevée par rapport à ce qu'elle peut recevoir ainsi. Vraiment beaucoup plus. On peut d'ailleurs mesurer cette énergie nécessaire par d'autres méthodes, parce qu'on pourrait dire peut-être que l'énergie est faible, qu'il ne faut pas grand-chose. Nous en avions parlé avec l'atome de Thomson et l'atome de Rutherford, où nous avons dit que les électrons s'arrachaient assez facilement. Donc on peut le mesurer, par exemple, en utilisant la tension de claquage. J'ai dit, il faut, pour une électrode de 10 cm, il faut environ 10 000 volts. C'est considérable, c'est énorme. Ça veut dire que les électrons ne quittent pas facilement la cathode, et on peut calculer l'énergie correspondante. On peut aussi le faire avec le système de filaments qui permet d'arracher les électrons, en utilisant l'énergie thermique qui est fournie, calculer l'énergie communiquée aux électrons. On peut aussi le faire de manière plus précise et plus directe, en utilisant des processus chimiques ou électrochimiques, processus avec échange d'électrons. Cela permet alors des mesures précises de l'énergie nécessaire pour arracher un électron, et celle-ci est nettement beaucoup plus grande que l'énergie qui arrive sur cette malheureuse minuscule portion. Voilà, nous voilà donc face au problème qui était découvert avec l'effet photoélectrique, et dans la prochaine vidéo, nous allons réfléchir un peu à ça, quelles pourraient être les solutions, et nous verrons également une méthode d'étude précise, quantitative du phénomène qui a mené Einstein vers la solution. Je vous remercie.